à un moment donné. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue à cette table ronde de post-déjeuner qui, vous êtes en ce moment même, sans vraiment le savoir, dans un état de conscience modifié, c'est que vous êtes en état de digestion. C'est-à-dire que l'essentiel de vos fonctions corporelles sont dirigées vers votre estomac et vos intestins, donc votre cerveau est moins irrigué. Sauf si vous avez pris des vasodilatateurs. Bon bref, on va pas commencer à rentrer tout de suite là-dedans, s'il y a des gens qui ont du poppers dans la salle éventuellement, pardon. Alors, du coup, ça commence mal. Nous sommes là pour parler donc de ces états de conscience modifiés. Vous n'êtes pas sans savoir que les littératures de l'imaginaire et notamment la science-fiction et pas seulement d'ailleurs le cinéma, enfin toutes les formes qui convoquent l'imaginaire sont friands de ces états de conscience modifiés pour parcourir, déplier l'espace-temps, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et je voulais commencer par un petit sondage à main levée. Qui n'a jamais, dans cette salle, expérimenté un état de conscience modifié? Alors, on va faire l'inverse. Qui a déjà expérimenté un état de conscience modifié dans la salle? Alors, oui, Bruno Retailleau, bonjour. Allô? Oui, c'est pardon. Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est intéressant parce que il faut que vous détrompiez celles et ceux d'entre vous qui pensent n'avoir jamais fait l'expérience d'état de conscience modifié, sont dans l'erreur, se trompent. Vous avez certainement déjà bu du café, par exemple. La caféine, ça bloque les récepteurs de l'adénosine, ce qui réduit la sensation de fatigue, qui provoque un état d'hypervigilance artificielle. Le sucre, notamment, vous avez forcément mangé du sucre, et bien figurez-vous que le sucre, par sa charge glycémique, stimule la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Ça peut induire une sensation de plaisir, d'euphorie légère, ou au contraire de crash hypoglycémique quand vous en avez trop consommé et que votre corps essaye de le réguler. L'alcool, évidemment, certains médicaments, les médicaments neuroleptiques, les anxiolytiques, les somnifères, etc. Évidemment, toutes les drogues psychoactives, notamment les drogues psychédéliques et hallucinogènes, dont nous allons certainement parler assez abondamment au cours de cette heure. Pardon ? Et la nicotine, évidemment, la nicotine dans le tabac, qui est aussi psychoactive, qui vous réveille, etc., etc. Nous allons en parler. Bref, nous allons voir surtout au cours, et également au cours de cette heure, qu'il est possible d'accéder à ces états de conscience modifiés sans aucune substance, que ce n'est pas forcément le fait de prendre des substances psychoactives qui nous amènent à des états de conscience différents, volontairement, via la transe, la méditation par exemple, involontairement, au réveil d'un rêve, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans des états de tension, d'anxiété, au contraire, de joie, de bonheur. Bref, nous allons explorer un peu ces différents états et quels sont les liens avec la création cinématographique, littéraire. Pour ça, j'ai l'immense plaisir bien de recevoir aujourd'hui autour de cette table Yann Kounen, ici présent, scénariste, réalisateur, que vous pouvez applaudir, si vous voulez, bien sûr. Son nouveau film, L'homme qui rétrécit, sort le 22 octobre. Vous pourrez le voir en avant-première tout à l'heure. Il est également l'auteur notamment de Blueberry et de documentaires, un documentaire en 2004, d'Autre Monde, qui décrit son initiation chamanique au sein de la tribu Shipibo en Amazonie péruvienne. Corinne Sombrin, qui est également autrice, qui a notamment écrit La Diagonale de la Joie, Voyage au cœur de la transe chez Albin Michel en 2021, qui a fait l'expérience pour sa part du chamanisme mongol, entre autres, pas uniquement, puisque ça a commencé au Pérou, on en parlera, après une première expérience, et Fabrice Chemla, ingénieur chimiste, auteur du laboratoire de l'imaginaire aux éditions du Bélial, et qui nous permettra d'ailleurs, à l'issue de cette table ronde, quelques exercices pratiques grâce à sa pharmacie personnelle dont il ne se sépare jamais. Pardon. Je souligne par ailleurs que j'ai écrit également un texte qui s'appelle La mémoire de l'univers, qui décrit comment un groupe de jeunes scientifiques à Berlin, à l'aide d'un cocktail de drogue de synthèse et de la mise en réseau de leur cerveau, arrive à remonter et à recréer les conditions du Big Bang. Donc vous êtes au bon endroit, en quelque sorte. Peut-être peut-on commencer, et je vous donne la parole en fonction de qui veut la prendre, par une question simple. Qu'est-ce que vous entendez? Quelle est l'acception pour vous d'un état de conscience modifié?
Yann. C'est quoi? On le traverse sans le savoir. On est toujours en état de conscience modifié. En fait, on vit dans une hallucination collective, puisqu'on voit à peu près les mêmes choses, on entend les mêmes sons et tout. Mais ça reste une hallucination. Ce n'est pas la réalité de ce qui se passe dans cette pièce en ce moment. On est des particules en mouvement. Enfin voilà. Donc, un état de conscience modifié, c'est d'un coup se rendre compte de ça. C'est-à-dire, et pour ça, il faut retourner le regard. Il y a plein de manières de le faire. Et il faut aller regarder l'intérieur. Voilà. Et là, on peut dire que quand on est dans une présence, une écoute, qu'on arrive à calmer les pensées, qu'on arrive à observer le mouvement de ses propres pensées, qu'on s'identifie moins à ses pensées, et on avance dans une expérience de conscience modifiée qui nous amène juste à pouvoir regarder plus clairement la nature de ce que nous sommes. Corinne. Alors aujourd'hui, les chercheurs en neurosciences préfèrent dire état non ordinaire de conscience plutôt que modifié, parce que notre état de conscience, il se modifie en permanence en fait. D'accord ? Donc on compare ce qui est ordinaire, donc notre état de conscience le plus courant, avec un état de conscience qui est un peu différent, qu'on met dans les états non ordinaires, dont la méditation, ce dont a parlé Yann, l'hypnose, la transe, mais simplement aussi si vous êtes absorbé dans un film, et que tout d'un film de Yann, bien sûr, et que tout d'un coup, vous n'entendez plus qu'on vous parle, vous êtes totalement absorbé dans votre expérience et vous voyez plus l'environnement, ça fait partie des états non ordinaires de conscience. Notre état de conscience, il change en permanence dans la journée, depuis le matin où je me réveille, ou quand je vais faire une tâche intellectuelle, ou quand je vais rigoler. En fait, notre cerveau va moduler en permanence pour se configurer de la façon la plus ajustée à la situation à laquelle on fait face. Voilà. Donc cet état de conscience, c'est un peu une aurore boréale, mais ça va plus vite, disent les neurologues, et ça change en permanence. Voilà. Donc aller trouver l'état là-dedans, il est multiple, il a plein de formes. Fabrice, ton point de vue. En fait, le problème de la conscience, c'est qu'il faudrait déjà définir ce que c'est. Et oui, alors on n'a qu'une heure. Voilà. Parce que si on rentre là-dedans, ensuite on parle plus jamais du LSD et les gens sont quand même là pour ça. Je sais bien, mais en fait ça s'appuie sur cette notion-là. Et effectivement, il faut définir la conscience. Et la conscience, souvent, elle se définit par rapport à la réalité. Et il faut définir la réalité aussi. Et Yann a commencé à l'évoquer rapidement, la réalité, c'est ce que nous partageons tous, sauf que nous le partageons tous d'une manière très différente. Et effectivement, la conscience va être les perceptions de la réalité, enfin c'est ma définition en tout cas, les perceptions de la réalité qui vont être communes ou pas. Si elles sont communes, ça reste effectivement la conscience dite normale, habituelle, et puis si elles ne sont pas communes forcément, ça commence à devenir un état de conscience modifié, effectivement, ou quelque chose de différent. Et ça peut s'expérimenter seul ou à plusieurs. Il y a plein d'exemples largement, mais en tout cas, ce n'est pas la conscience globale du monde que nous partageons tous, moi et mon collègue tout au fond qui ne m'écoute pas. Par exemple. S'il a mangé trop, il dort. Parce qu'il a mangé trop, voilà, exactement. On commence par un atelier sieste. On pourrait. 13h30, j'ai dit aux organisateurs, c'est inhumain. Non, c'est intéressant, oui. Je voulais pas trop vous amener là-dedans, mais il y a plein de choses intéressantes. Je peux donner un exemple. Là, je reprends ma casquette de journaliste scientifique et pas du festival Mauvais Tour qui a eu du 16 au 19 octobre à Tours, qui est un festival de cinéma de l'imaginaire remarquable. Ça, c'était sa casquette, je vends. C'est ça. C'est aussi le vin blanc. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce que l'on perçoit comme étant une sorte de conscience objective de la réalité, c'est-à-dire qu'on se dit nous percevons tous cette salle avec ces dessins, ces personnes qui parlent devant, vous, vos voisins, leur présence, leur chaleur. Bon, en fait, toute la façon dont on perçoit le réel est une reconstitution de notre cerveau. Ne serait-ce que sur un plan visuel, sachez par exemple que nos capteurs de couleurs dans la rétine sont les capteurs centraux et que les capteurs latéraux sont les capteurs en noir et blanc. Si vous voyez tout en couleur, c'est parce que votre cerveau reconstitue la couleur à partir des informations qu'il a obtenues au départ. Donc notre conscience de la réalité est déjà une forme d'hallucination. Je pose ça là. J'aimerais parler avec Yann et Corinne, puisque vous avez travaillé ces états de conscience modifiés dans vos écrits, dans vos films. C'est quelque chose qui fait partie de votre démarche artistique.
quelles ont été vos expériences, et que vous pouvez nous les partager, et nous expliquer aussi comment est-ce qu'on partage au grand public dans un état de conscience juste siesteux, un état de conscience modifié, comment est-ce qu'on peut le transmettre sans le dénaturer? Corinne. C'est comme si on voulait transmettre l'état d'amour. C'est pas possible. D'accord, on peut en parler, on peut le décrire, mais on n'arrivera jamais à le transmettre. Donc pour le transmettre, il faut partir d'une méthode, de quelque chose qui va être ou une substance ou une méthodologie pour auto-induire. Mais sinon, si on parle de transmettre par les mots, c'est difficile. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles ont été tes expériences, comment tu y es arrivé, qu'est-ce que tu es allé chercher dans ces états? Aujourd'hui, on sait que ce que je suis allée chercher dans ces états, c'est surtout des réparations, des régulations, qui font que ma première expérience de transe, elle était en Amazonie d'abord, et puis après en Mongolie, avec le son d'un tambour, en Amazonie avec de l'ayahuasca, et que ce son du tambour a provoqué en moi une réaction à laquelle je m'attendais pas, et qui a fait que tout d'un coup, j'avais un besoin irrépressible d'être autre chose que ce que j'ai l'habitude d'être, donc de me mettre à hurler, à pousser des hurlements de loup. Et on est conscient pendant cette expérience, comme avec l'ayahuasca, des substances, on est conscient pendant l'expérience, sauf que tout d'un coup, il y a un besoin irrépressible de faire quelque chose, ce quelque chose qu'on fait pendant un état de transe, on commence à l'étudier au travers de la transe auto-induite, correspond à des réponses à des besoins. Voilà. Et donc, si je me suis transformée en loup, entre autres, pendant cette première expérience, c'est que j'étais dans une phase traumatique de deuil que je n'avais pas digérée, et qui fait que la seule façon pour moi de réguler cette sensation de manque, cette sensation d'impossibilité, ça a été de vivre cette expérience. Voilà. Et donc depuis j'ai compris que le loup se manifeste dans mes transes. Il est différent pour chacun. Ce loup se manifeste dans mes transes quand il y a des grosses dissonances, en fait, que ce soit en moi ou à l'extérieur de moi. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Yann. Le micro. Hein. Moi, c'est donc avec les plantes et en Amazonie aussi. Donc et j'ai continué. Donc moi, c'est une route que je prends principale. Après, d'autres choses se sont greffées sur la pratique. Mais pour rejoindre ce que disait Corinne au début, en fait, moi, quand j'y suis allé, j'étais en quête mystique, on va dire. Est-ce qu'on peut percer le voile? Est-ce qu'on peut rentrer? Alors, on sait que les psychédéliques ou des états de méditation vous amènent dans des espaces. Vous voyez une porte, mais elle vous est un peu fermée. Et donc, autant aller chez ceux qui connaissent vraiment cet usage. Mais moi, j'y allais comme ça. Je me sentais pas quelqu'un de malade. J'y allais pour l'inspiration des films. Et j'ai découvert, dans la force de l'expérience, que c'est une médecine. Et j'ai vu que j'avais beaucoup de choses à travailler, à nettoyer, à réguler. Et voilà. Et donc, avant tout, les états modifiés de conscience sont des espaces, pour moi, aujourd'hui, à vocation, on va dire, médicinale, c'est-à-dire pour te rééquilibrer avec le monde, pour rééquilibrer les différentes parties de toi, parce qu'on est des êtres quand même un peu multiples, et pour remettre en ligne le système cognitif, la perception des pensées, la perception des organes, l'arrivée des pensées, et tout ça, les états de conscience modifiés des plantes sont très forts. C'est pas directement ce qui se produit, mais c'est l'enseignement principal qui vient, parce qu'à un moment, pour naviguer dans ces espaces, il faut, voilà, il vous ramène à vous, en fait, même si c'est des visions qui sont projetées à l'extérieur. Je dirais, on va faire brièvement une simplification un petit peu cinématographique ou filmique ou artistique. Ces états, c'est comme si vous êtes projeté dans un monde. C'est des états, ils sont reliés à l'imaginaire. Mais l'imaginaire est vrai. Après, quand vous prenez ces états, vous vous rendez compte du lien entre le monde des pensées et un monde subtil de la nature avec lequel vous pouvez dialoguer.
Et cette nature, vous reconnaissez sa conscience, son intelligence dans cette nature, dans les éléments, bien sûr dans les plantes, et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui entre en vous. Donc il faut avoir une grande confiance, parce vous allez être dans l'endroit le plus secret, plus seul, et qui va se mettre à ouvrir les portes et les placards, parce que c'est le but de libérer des choses. Et donc, il faut être guidé dans ces expériences. J'en profite puisque je parle de l'ayahuasca, que cette plante, elle est interdite à la consommation en France. Il faut toujours le dire au début. Donc, il faut aller dans les pays où c'est autorisé ou toléré. Et grosso modo, je dirais un des phénomènes, c'est que vous allez être terrifié par des visions, peut-être, ou trouver ces visions magnifiques, mais c'est vous-même que vous voyez. C'est le processus, en partie, une étape du processus. C'est comme si l'entièreté de ce que vous portez en termes d'émotions, de trauma, et je parle de ça de la naissance, voire avant dans la lignée, c'est comme si d'un coup se devenait un écran et vous êtes à l'intérieur. Et à chaque mouvement de cet écran, vous le ressentez. Et là, vous allez être guidé, en général par les chants du guérisseur, vous allez être guidé dans cette rencontre. Alors immédiatement, vous allez par exemple vous dire « Oh, je voudrais pas que ça devienne effrayant », mais c'est déjà en train de le devenir. Avant même que vous ayez eu la pensée, c'était en train de faire un nettoyage, un travail de nettoyage. Et donc, je vais pas... voilà. Et en tout cas, dans le processus, j'ai l'impression que c'est une mise de vous-même, de ce que vous êtes, face à vous, une nouvelle lecture. Si elle désire de changer, et une fois qu'on a vu cette lecture, ça vous aide dans ce processus, même s'il est douloureux, c'est souvent des diètes de plantes et autres, et que depuis cet état, vous allez aussi percevoir l'unité, la conscience qu'il y a autour de vous, dans les êtres auxquels votre culture ne donne pas forcément l'attribut de la conscience, comme le monde végétal, le monde des éléments, le monde des animaux. Et vous allez commencer à avancer dans l'intrication d'une seule unité, en fait, dans lequel vous êtes, et tout en prenant conscience que vous ne vivez que dans un seul endroit. C'est l'endroit qui est votre esprit. Et que cet endroit, les pensées que vous avez, c'est ça que vous vivez, en fait. C'est ça qu'on vit. Il y a une réalité, on va tous mourir, on est tous nés, entre les deux, à chaque instant, même à ce moment-là, il y a peut-être quelqu'un qui pense qu'il a envie d'aller pisser, d'autres qui trouvent ça intéressant. On vit dans notre monde, tout est un peu perché, l'autre. On vit tous, chacun dans un monde. Mais ce monde de nos pensées, et ça, les états de conscience modifiés vous le montrent, en fait, on vit dans ces pensées. Donc, le travail que font les plantes et les états modifiés, et parce qu'il faut le prendre pour justement se rééquilibrer soi et le monde, c'est de prendre conscience de ça. Et à partir de là, dans le chemin avec les plantes et les diètes, vous allez commencer à forcément changer des choses, à surveiller un peu votre pensée. Parce que le monde, vous pouvez pas changer la réaction que vous avez avec. Par contre, comment vous réagissez, vous à l'intérieur, c'est le point le plus important. Donc moi, je dirais que c'est l'enseignement principal et un chemin qui est toujours actif pour utiliser les états modifiés, pour être mieux, plus joyeux, relié au monde. Et puis, il y a des jours, on s'en prend une et le traiter, voilà. Avant de donner la parole à Fabrice, je voudrais vous entendre peut-être aussi tous les deux. On entend plusieurs choses, on entend médecine, on entend une mystique indiscutablement, on entend soin, on entend limite. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si je vous fais remonter en arrière dans votre expérience à tous les deux, et à Fabrice aussi si tu veux en parler par ailleurs, comment vous identifieriez le point de départ? Qu'est-ce qu'on va chercher? Parce qu'on se met un peu en danger, on va tester ses limites, on se met dans des zones qui sont des zones très inconfortables, en dehors de nos cultures, en dehors de nos espaces de sécurité, de représentation. Donc, quel est le point de départ? Est-ce qu'on a envie de flirter avec l'inconnu? Est-ce qu'on se met en jeu nous-mêmes? Enfin, comment vous le définiriez l'un et l'autre, Corinne? Merci.
On va chercher des réponses d'abord, parce que il y a des grands mystères, et là tout d'un coup on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai envie, parfois dans les rêves, parfois dans des expériences qu'on a dans la vie, on vit des expériences, on se dit tiens, c'est un peu différent de ce que je vis d'habitude, et j'ai envie d'aller explorer ça. Voilà, donc c'est ça le point de départ. Ou c'est un besoin aussi irrépressible de se dire j'ai besoin de vivre et d'explorer des parties de moi qui sont un petit peu que je connais pas encore, voilà, qui sont là de toute façon mais que je connais pas encore. Donc les états de transe vont permettre de répondre à des besoins de régulation, on en a parlé, mais aussi des besoins de transformation, c'est-à-dire j'ai besoin d'explorer des parties de moi que je connais pas, j'ai besoin de développer des capacités que je ressens mais que j'ai pas développées. Ça va répondre aussi à des besoins de créativité. Ça va répondre aussi à des besoins d'interaction, parce que l'état de transe c'est pas seulement soi, c'est aussi soi avec l'autre, en interaction avec l'autre, en interaction avec l'environnement. Et donc on va le vivre de façon personnelle, mais ce qu'on va vivre, c'est aussi le résultat d'une influence entre un environnement et nous-mêmes. Si je fais une transe là maintenant, elle sera celle-là à ce moment-là, parce que on est tous là et que l'interaction entre nous tous va créer quelque chose. Et si je fais une transe 5 minutes après, elle sera encore différente. Voilà. Et donc dernier point auquel répond le besoin de transer, et l'état de transe, il répond au besoin de transcendance. On en a parlé, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être moins égocentrés. J'ai pas dit centrique, mais égocentrés. Donc ce qui est nécessaire, il faut qu'on soit égocentré, mais il faut aussi qu'on voit plus grand que soi et qu'on puisse avoir des expériences mystiques, qu'on puisse avoir des expériences de transcendance. Voilà. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les états de transe répondent à ses besoins fondamentaux. Voilà. Et manquer d'un de ces éléments-là va créer des dysfonctionnements, va créer des manques, va créer quelque chose qui peut être la source de j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Voilà. Yann, on joue avec le feu, on se met en danger, on joue à tester ses limites. Il y a des moments où, dans ces états, on passe par des phases qui sont pas agréables du tout. On peut être malade, on peut partir dans des endroits très sombres. Enfin, c'est un challenge individuel, c'est une façon de se mettre en jeu soi-même. Pardon. Pour en revenir juste parce que c'est intéressant dans le déroulé, puis dans le festival Hypermonde. Qu'est-ce qui t'amène à cette expérience, ce qui t'amène, c'est la même passion, en fait, je pense, que beaucoup de gens. En tout cas, la passion de se dire qu'on aime vivre dans l'imaginaire parce qu'il y a quelque chose de déceptif par rapport à ce que notre culture nous montre. Voilà, nous dit voilà, la réalité c'est ça, la vie c'est ça, les ambitions de la vie sont ça. D'un coup, on manque de magie, on manque, or que quand même c'est magique d'être vivant. Et donc moi, une des choses que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre refuge dans la réalité de la fantaisie en faisant mon métier à un certain moment de ma vie, en me disant finalement je vais vivre dans l'imaginaire parce que c'est... Et je pensais pas comme je pense aujourd'hui, mais aujourd'hui je le constate, oui, on peut vivre dans l'imaginaire. On vit dans ses pensées. Et voilà, et donc j'étais là. Et à partir de là, on questionne bien sûr la réalité, on questionne son expérience, on a envie de transcendance, on se dit mais c'est ça la vie voilà. Mais il faut dire aussi qu'en culturellement, on s'est coupé de la dimension spirituelle, de la dimension sacrée, de la nature. En tant que culture, on a un chemin un peu magnifique par certaines choses, mais évidemment très dangereux parce que on va où on met l'attention. C'est-à-dire, ça, les indigènes vous racontent ça sur toute l'existence. On va mettre son énergie vers quelque chose, comme on va développer un muscle, on est libre. Et quand on va mettre en tant que société l'énergie dans la matière, on va devenir les princes de la matière. Et c'est super. On peut se retrouver là, voyager, on peut faire toutes les choses qu'on peut faire. Mais on n'a pas remarqué qu'on a un effet de feedback naturel. C'est que si on met son attention en tant que culture en retour, c'est un pacte faustien, on se pense matière. Du coup, moi, quand j'étais plutôt jeune et adolescent, les histoires, les religions, la mystique, les mondes, tout ça, c'était ridicule et un peu stupide, mais je l'aimais bien. Donc, j'ai fait le chemin de préférer l'aimer, même si ce n'était pas vrai.
Et puis après, on se découvre ça. On rentre dans l'espace de l'effet du feedback et on arrive à l'enlever de son esprit et on peut, dans ces expériences, voir que c'est pas du tout ce que raconte notre culture, et pas seulement en tout cas, et qu'on s'est bien déconnecté, qu'on s'est fait avoir en fait par un programme qui s'appelle la culture, et qui est magnifique, hein, avec nos 12 siècles de philosophie, qui est magnifique sur plein d'aspects, mais il y a un aspect où, en tant que culture, on n'a pas vu le truc venir. Voilà ce que moi j'ai perçu. Donc à partir de là, une fois que tu te prends le choc, un peu comme Richard Dreyfus dans Le Conte du troisième type, parce que tu vas chez les Indiens pour te dire bon, moi je crois pas à tous leurs petits esprits, tout ça, mais puisque c'est les spécialistes, allons voir ces gens-là. Et là, tu te prends le coffre, sans voir d'extraterrestres, mais tu te prends le coffre de ce type d'expérience. Tu sais pas quoi en faire avec. Tu te dis même j'aurais préféré ne pas la vivre, parce que ça remet en cause tous les fondements de ma réalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et en même temps, tu dis mais je suis obligé de continuer à avancer. Je peux pas rester entre deux ponts. Et donc, tu passes des étapes difficiles. Tu traverses de la souffrance parce que la libération de cette première espace d'empreinte et de tes peurs radicales et fondamentales et de ton non-questionnement de certains événements, tout ça, faut nettoyer. Et donc, tu acceptes le fait de passer dans des étapes difficiles parce qu'avant, tu as vu qu'il y avait une forme de réponse. Et je conclurai je finirai par ça. Je dirais que moi, quand j'y suis allé, j'étais agnostique. Je me dis, de toute façon, c'est pas ce qu'on se raconte. Il y a pas rien qui tient le monde, puisque on sait que chaque fois que quelque chose se fait, il y a quelque chose. Mais je sais pas quoi, je saurais jamais, peu importe. Mais voilà. Et quand même, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, tu vois, ou les grandes questions métaphysiques sur Dieu, l'univers, la création, la place de l'homme, tout ça, on a ces questions. Et elles m'ont accompagné au cours de mon voyage, mais ça fait maintenant 25 ans, hein, que j'ai commencé à gigoter dans les Malokas avec les Indiens. Petit à petit, de matin en matin, de sessions en général assez difficiles, les questions ont complètement disparu et ne peuvent plus se reformuler dans mon esprit. Voilà. Oui, parce que dans le documentaire, on en reparlera peut-être, mais dans le documentaire, on voit qu'il y a des moments qui sont vraiment forts et intenses. Fabrice, peut-être est-ce que déjà tu veux répondre à ces questions-là que je ne t'ai pas adressées directement en tant que témoin, et puis après, moi j'aurais une question sur peut-être l'aspect plus scientifique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ces substances psychédéliques dans des thérapies, c'est-à-dire qu'on a longtemps rejeté, pour des raisons historiques qu'on va pas refaire ici depuis le LSD, etc., tous les psychédéliques en dehors du champ de la médecine, en disant ça nous intéresse pas, c'est des trucs de junkie, de baba cool, et on le dégage. Et on voit aujourd'hui que ces substances-là ont des intérêts pour traiter le stress post-traumatique, pour traiter des traumas, pour résoudre un certain nombre pour accompagner des gens dans phase terminale de maladie, le LSD, la psilocybine, toutes ces molécules-là qui ont été mises volontairement dans les années 60-70 en dehors du champ médical. Mais peut-être que tu veux commencer par rebondir un peu sur les questions précédentes. En fait, pour rebondir sur les questions précédentes, ce qui a été dit précédemment, tout simplement, je note que on est, quoi qu'il arrive, sur le terrain de la mystique. Et on a déjà rétréci le champ de la conscience modifiée à la conscience, à la perception mystique, parce qu'il y a plein d'autres choses, comme tu le disais. Il y a la caféine, la nicotine, qui sont des excitants. Il y a la cocaïne, qui est bien plus excitante que le reste, mais qui ne donne absolument pas accès à des expériences de type mystique. On a toutes les drogues de synthèse sexuelle, les aphrodisiaques, qui ont un rapport avec le mystique extrêmement loin, mais qui donnent quand même des états de conscience modifiés. Donc effectivement, mais c'est à cause de la formulation de la table ronde là qu'on est parti directement sur l'ayahuasca et sur le chamanisme en fait en réalité. Non, quand ça répond à des besoins de régulation, c'est pas mystique. Quand ça répond à des besoins de transformation, on n'est pas dans la mystique. Donc on a abordé déjà différentes façons de voir les états non ordinaires de conscience qui répondent à des besoins fondamentaux, dont les expériences de transcendance, mais il y a toutes les autres avant. Oui, mais ok, bon.
Sinon, on n'a pas fini à table ronde. Je suis pas tout à fait convaincu que les expériences de modification ne soient pas liées à la transcendance. Mais ça, au besoin de transcendance. Le besoin de transcendance. Alors ça, là, je crois que je suis pas tout à fait sûr, mais bon, ça c'est ok. Alors du point de vue du chimiste, du point de vue du scientifique, lui, il n'a pas du tout la même approche, évidemment, puisqu'il sait très bien, il part du principe que tout ça, c'est des états de conscience tricotés par le cerveau, et que ça va être effectivement fait par des molécules, quand le cerveau, maintenant, même si la notion même de conscience au niveau du cerveau reste quand même encore quelque chose de très difficile à appréhender, on sait en revanche que le fonctionnement du cerveau est un fonctionnement très basé sur l'existence de neurotransmetteurs qui vont être effectivement, en fonction de leur état, pouvoir être modifiés, et toutes les drogues qui sont existantes, tu en as cité beaucoup, mais aussi toutes les activités physiques, comme effectivement la transe, comme effectivement les derviches tourneurs qui tournent sur eux-mêmes pendant des heures pour accéder à des états de conscience modifiés aussi. Toutes ces démarches-là vont agir sur la répartition des neurotransmetteurs et donc effectivement permettre d'avoir des états de conscience modifiés. Ce qui n'empêche pas le chimiste moyen d'être très très curieux de ça. Quand Albert Hoffman découvre le LSD, la première chose qu'il fait, c'est qu'il l'essaye. Et il raconte d'ailleurs dans son journal comment est-ce que ça lui a fait, et il le raconte tellement bien que ça donnait très très envie à plein d'autres gens de l'essayer derrière. Donc et ça, quand Alexander Shulgin fait toutes les drogues de synthèse, les nouveaux produits de synthèse, une partie de tout, il n'est pas le seul responsable, une partie de tous les nouveaux produits de synthèse qu'il fait, il ne dit pas dans les articles scientifiques ce qu'il en fait, mais tout le monde sait très bien qu'il a sûrement dû les essayer. Sinon, de toute manière, qui est le seul juge de l'état de conscience modifié qu'une substance nouvelle va pouvoir apporter? C'est celui qui l'essaye, parce qu'on peut toujours essayer sur un rat, le rat dira pas grand-chose. Je me permets de t'interrompre rapidement. Ce qui est intéressant, peut-être pour faire un petit aparté, c'est que ces drogues de synthèse qui apparaissent dans les années 60, 50, 60, répondent aussi à une quête historique de la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'on a essayé ces drogues de synthèse sur des scientifiques, je veux dire le LSD notamment, on mettait des mathématiciens dans une pièce en leur donnant des doses qui sont déconseillées même à titre récréatif. En leur disant vous allez créer des nouvelles maths, vous allez créer des nouvelles physiques, puis on a essayé avec les militaires, enfin je veux dire on a cherché dans ces drogues une façon de transcender notre condition humaine, c'est-à-dire de faire de nous des surhommes, des surfemmes, des sursoldats, enfin, d'amplifier littéralement notre emprise sur le monde. Voilà, petite fenêtre refermée. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ça faisait partie de la mythologie de ces substances-là, avec le fameux exemple, on prend une araignée, on la met sous LSD, sa toile est tout à fait différente, etc., etc. Toutes ces histoires qu'on racontait quand moi j'étais jeune, qui me donnaient très très envie d'essayer d'ailleurs, parce que je ne suis pas une araignée, mais si une araignée fait une toile différente, qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi? Pas grand-chose de plus, en fait, en réalité. Mais parce que ça reste très individuel et la création sous substance, ça c'est une histoire vieille comme le monde, parce qu'effectivement les substances et toutes les approches mystiques lié à la mystique, quand comment il s'appelle, Saint Siméon Stylite se met en état d'ascèse en haut de sa colonne pour accéder ou quand Saint Antoine voit le démon après 3 semaines de jeûne intense, c'est effectivement un état de conscience modifié et c'est fait pour ça. On découvre actuellement que l'encens que vous connaissez tous, qui se met a en fait des petites propriétés faibles, mais des propriétés hallucinogènes. Et que peut-être que quand on en prend vraiment beaucoup, on peut peut-être envisager de voir des choses. Madame Bovary expliquée par les nuls, par la science. Avant de faire le lien, peut-être justement avec, parce qu'il y a un lien indiscutable entre cette époque du psychédélisme et la science-fiction, l'époque qu'on appelle la science-fiction New Wave, qui commence au début des années 60 et qui va courir jusqu'à la fin des années 70-80, on va en parler dans un instant. J'aimerais parler avec Corinne de quelque chose que tu évoques à l'instant avec ces exemples mystiques.
J'avais une question, le psychédélisme est-il forcément un mysticisme? Vous avez 3 heures, je ramasse les copies à la fin. Non, justement, l'expérience de la transe, parce que là on parle de substance beaucoup, on parle de drogue beaucoup. La transe, la capacité à induire la transe par la seule volonté, les chercheurs et les chercheuses s'y sont intéressés. Corinne, tu as travaillé là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une extension? Est-ce que c'est une autre forme de recherche? Quels sont les états que l'on peut atteindre dans ces trans-là? Corinne, peut-être Yann aussi, enfin je veux dire, si vous voulez réagir là-dessus, c'est quand même intéressant de savoir si ce psychédélisme ou ces états de conscience altérés sont produits dépendants complètement ou non. La réponse est non. En revanche, on va vivre à chaque fois en fonction du type d'induction. Le type d'induction a une influence évidemment sur l'état de transe qu'on va vivre. Si je l'induis par un tambour, si je l'induis par de l'ayahuasca, donc il y a une chimie à l'intérieur qui va faire que l'état de transe va pas être le même. Moi, j'ai mis en place une méthode pour apprendre à auto-induire un état de transe. Donc, on dit bien que l'état de transe, on vous l'apprend pas, hein, il est en nous. Nos cerveaux sont configurés pour les vivre. Vous en avez déjà vécu plein. En revanche, ce qu'on peut apprendre, c'est à savoir auto-induire, à déclencher un état de transe à volonté. Voilà, c'est la méthode que j'ai mise en place. Et donc, à partir de là, à partir du moment où on a eu des cohortes de transeurs qui savaient auto-induire, on a pu commencer des recherches. Voilà. On pourrait parler de la musique, hein. La musique est une façon, voilà, c'est une substance, la musique. Voilà, c'est une substance qui va modifier notre état de conscience aussi, au même titre que l'alcool. Voilà. Du coup, ma question, Corinne, c'est vraiment ces états de transe auto-induite. Est-ce qu'on peut les comparer aux états de conscience altérée chimiquement modifiés? Est-ce que c'est de la musique? Tu parlais des tambours en Mongolie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en fait? Alors, on peut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire quelque chose avec des substances ou sans substance. Voilà. Donc, ce qu'on a commencé à faire avec des chercheurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des psychiatres qui travaillent avec les psychédéliques en Suisse, avec la psilocybine notamment. La psilocybine, c'est les champignons hallucinogènes. Voilà. Et donc, ils se servent de la psilocybine pour ce qu'on appelle des dépressions pharmacorésistantes. Donc, il y a des patients pour lesquels les traitements habituels ne sont pas efficaces. Donc, ces patients qui souffrent de dépression pharmacorésistante, les dernières recherches montrent que la psilocybine est quelque chose d'intéressant et qui va leur permettre de changer d'état de conscience et peut-être de sortir un petit peu. Ça, tu pourras l'expliquer chimiquement, mais en tout cas, ça a l'air efficace. Donc, j'ai formé ces psychiatres à la transe auto-induite, à la transe cognitive auto-induite, et ils se sont rendus compte là que finalement, avec la transe cognitive auto-induite, on avait un étalon. C'est-à-dire qu'on peut voir qu'est-ce qui est dû à l'état de transe et qu'est-ce qui est dû à la substance. Voilà. Donc lui, en tant que psychiatre habitué à la substance, il voit les effets de la substance. Au niveau cérébral, il y a un effet certain, mais sans la substance, il n'avait pas d'idée qu'il pouvait se passer des choses et que c'est l'état de transe qui participe à soigner et qui participe à améliorer l'état de la personne. C'est pas que la substance. Voilà. Et donc il y avait un peu une confusion légère dans la substance guérit. Non, elle participe bien sûr. Mais l'état de transe participe aussi. Et donc maintenant, on a commencé un projet où justement on commence à comparer qu'est-ce qui est dû à l'état de transe, puisqu'on a l'étalon avec la transe auto-induite, et qu'est-ce qui est dû à la substance. C'est plus simple, et c'est pour répondre à ta question, c'est plus simple de faire un parallèle. Si on induit une transe par le tambour on peut pas mesurer l'effet du tambour. Peut-être qu'on peut le mesurer, je sais pas. C'est plus difficile. Là, c'est facile. Voilà. Yann, Fabrice, tous les deux. Moi, je dirais juste. Avec Corinne, je suis d'accord en fait. Parfois les chemins sont différents. Moi, même si je suis toujours avec les plantes, c'est pas ça qui quotidiennement n'est pas mon travail pour me permettre d'être bien. C'est plutôt de la respiration, des respirations. Alors, parce que les respirations, on peut être en transe complète. Et moi, ça me fait même remonter les effets des l'ivresses des plantes. Alors, il y a quelqu'un sur YouTube que j'aime bien. Je sais pas, ça fait 1 an que je fais ces respirations quasi quotidiennement. Au début, c'est ma compagne qui était revenue d'un truc, qui m'a dit, regarde, il est super, c'était un beau Californien avec les cheveux longs. Yeah, man. Et je me suis dit, je vais pas me mettre devant mon iPad à respirer. Et ben si, je l'ai fait une fois, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'ai creusé. Ça s'appelle Breathe, respirer avec Sandy. Sandy, S-A-N-D. Y. Voilà. Je vous donne pas de choses pour aller prendre. Juste sur YouTube, vous faites des exercices de respiration. Il y en a un qui s'appelle Better Than Coffee.
qui est très bien. Et c'est quoi? C'est des respirations qui viennent de culture, hein, de tradition, de l'Inde. C'est aussi. Et ça, avec la respiration, vous pouvez réellement avoir une autre perception de votre corps. Faut pas dépasser les doses prescrites, hein, dans les rétentions et tout. Donc, par exemple, tu vois, je fais comme des respirations tous les jours, du yoga, de la lampe. On a des états modifiés de conscience. Moi, j'ai une Pandora Star, c'est une lampe qui fait des fréquences. Voilà, vous l'avez avec le son, avec Monroe, avec les binaurales. Il y a une pléiade de techniques pour commencer à un peu reculer de soi, se regarder un peu dans l'angle et voir ses problèmes. Fabrice. Oui. Juste esprit d'escalier. Vous allez évidemment aller voir L'Homme qui rétrécit. On a tous très hâte de le voir sur la trance musicale et sur la culture de la trance musicale dans une contre-culture qui est encore relativement mal vécue et encore très très marginalisée. Un film magnifique en ce moment d'Oliver Lecce qui s'appelle Sirat, que je vous conseille d'aller voir. C'est un très très beau film et qui parle en partie de ça. Du coup, je sais plus quelle était la question. Alors moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, alors tu n'es pas neuroscientifique, mais est-ce que on perçoit la différence d'état de conscience modifié entre les états de conscience auto-modifiés et les états de conscience chimiquement modifiés? Est-ce que ce sont deux facettes? Est-ce qu'on peut atteindre les mêmes états? Comment est-ce que dit la pharmacologie et la science à ce propos? En fait, la problématique, c'est que on connaît au niveau du cerveau un certain nombre de neurotransmetteurs, mais il y en a énormément. On parle bien évidemment toujours. Alors, comment fonctionne un neurotransmetteur? Ça va être les 3 minutes de cours. Prenez des notes, on relève à la fin. Voilà. En fait, comme vous le savez, le cerveau est constitué de neurones, et entre les neurones fonctionnent sur un système électrique. Mais en réalité, ce qui fait le cerveau et ce qui fait la force du cerveau, et sa capacité à percevoir le monde et ce que nous sommes, c'est qu'en fait, ces neurones vont interagir entre elles dans un système complexe, un réseau extrêmement complexe, et la communication entre les neurones, elle ne se fait pas au niveau électrique, elle se fait par des petites molécules, toutes petites, qui s'appellent des neurotransmetteurs. Et que ces neurotransmetteurs vont être émis par un neurone pour être reçus par celui d'à côté, et ainsi de suite. Et à ce niveau-là, il y a des quantités de phénomènes de régulation qui font qu'on peut activer le neurone émetteur pour transmettre plus de neurotransmetteurs, on peut bloquer le neurone récepteur pour l'empêcher de recevoir le neurotransmetteur, ou bien on peut mettre par-ci par-là une espèce de petit loup qui va dévorer le neurotransmetteur au passage pour lui dire non, t'y vas pas. Donc il y a plein de phénomènes de inhibiteurs de capture de sérotonine. Les inhibiteurs de recapture, effectivement. Et donc là-dessus, il y a différents types de modes de régulation et il y a un certain nombre de neurotransmetteurs. Il y en a une bonne 50aine au minimum. Donc on parle principalement ici de neurotransmetteurs qui sont la dopamine, qui sont la sérotonine et ce genre de choses-là qui sont effectivement indispensables. Mais alors du coup, journaliste scientifique, mauvais tour. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que beaucoup des drogues usuelles fonctionnent sur sérotonine, dopamine, qui sont les deux principales. L'inhibiteur de recapture de sérotonine, c'est ce qu'on appelle les antidépresseurs, pour faire en sorte que vos neurones continuent à absorber quand vous n'en produisez pas suffisamment pour éviter de tomber dans les phases dépressives. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences nous montrent que les psychédéliques ne fonctionnent pas exactement et pas uniquement sur la production de neurotransmetteurs, mais aussi sur une mise en relation et sur un recablage du cerveau, et notamment le LSD. Il y a des images IRM fascinantes qui montrent que le LSD fait communiquer différemment certaines zones du cerveau qui ne communiquent pas par des chemins usuels. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, parce qu'effectivement, c'est là que c'est intéressant, le cerveau est évolutif. Donc du coup, les chemins principaux de neurotransmission, ils vont pouvoir être modifiés. Donc, lorsqu'on a une substance qui va commencer à augmenter certains endroits, diminuer tels autres, eh bien, le cerveau s'adapte et commence à utiliser des chemins qui sont différents de ceux qui sont habituels, non pas parce qu'il ne pouvait pas le faire avant, mais simplement parce que ça ne lui était pas nécessaire. Donc du coup, il y a des effets de conscience qui peuvent se modifier par l'utilisation du cerveau. Mais ce que je voulais dire avant que tu fasses cette incise, c'est qu'en fait, ces deux neurotransmetteurs principaux, ils sont intéressants parce qu'il y a la dopamine qui est fabriquée au niveau du cerveau.
Ça, c'est clair, c'est le cerveau. Et d'ailleurs, le manque de dopamine produit des quantités de problèmes, dont en particulier la maladie de Parkinson et plein d'autres désagréments. En revanche, la sérotonine, elle est particulière parce qu'elle est produite au niveau du cerveau, mais elle est produite à plein d'autres endroits. Et l'équilibre sérotoninergique de la sérotonine au niveau du corps, il peut s'activer par des modes très différents. Alors, schématiquement, on dit la dopamine, c'est la molécule du plaisir et la sérotonine, la molécule du bonheur. Bon, ça, c'est des raccourcis, mais ça permet de bien fixer. Et effectivement, toutes les molécules qui vont jouer sur l'équilibre de la sérotonine au niveau du corps vont avoir des effets sur la dépression, sur effectivement les états de conscience modifiés et tout ce genre de choses-là. Mais comme j'ai dit que la sérotonine se fabriquait un peu partout, et pas seulement au niveau du cerveau, il n'y a donc pas forcément besoin d'une substance spécifique pour l'activer. Et donc, du coup, on peut se retrouver avec des techniques, oui, on parlait de alors, ce qu'on appelait avant la sophrologie, maintenant on appelle ça la respiration, l'hyperventilation peut former des choses, la musique, il y a des quantités de techniques différentes qui vont pouvoir effectivement modifier cet équilibre de la sérotonine et donc faire des effets attendus, donc comme la psilocybine, on peut la prendre directement, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent fonctionner. Vous commencez à préparer vos questions parce qu'on va. Bon, j'avais dit qu'il fallait 3 heures pour cette table ronde. Ils n'ont pas voulu m'écouter comme d'habitude. Personne ne m'écoute jamais de toute façon. Non, j'aimerais tout de même Yann, Corinne, peut-être avec Yann pour commencer. On parlait du lien intrinsèque entre les recherches sur les psychédéliques et la science-fiction. Faut-il vous rappeler que Dune de Frank Herbert est une grande saga sur la drogue, et sur une drogue hallucinogène qui permet de replier l'espace-temps. Mais enfin, évidemment, il suffit de voir d'ailleurs la personne qui avait peut-être mieux compris Dune, c'est Jodorowsky, dans son projet d'adaptation pharaonique qui n'a jamais eu lieu et qui était vraiment totalement psychédélique et qui embrassait complètement la dimension psychédélique du roman. Qu'il en avait pris lui, hein. Oui, un petit peu. Alors là, par exemple, toi, tu reviens à une forme de science-fiction avec l'homme qui rétrécit. Blueberry, c'était Moebius qui était d'ailleurs dans l'adaptation de Jodorowsky. Enfin bref, tout ça, on voit une sorte de fil conducteur. Tu n'as jamais été intéressé justement par cette SF-là, par l'adaptation? Est-ce qu'il est possible de rendre compte de cette SF qui parle et qui embrasse ces états de conscience modifiés qui sont presque hard-codés, qui sont presque inscrits à l'intérieur des textes? Eh ben écoute, j'invite tout le monde à venir à 19h30 au cinéma parce que c'est un film sur les états modifiés de conscience, l'homme qui rétrécit. Voilà. Mais si tu as vu le film de 1957, non? Oui, voilà. Ben, en fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui rétrécit, donc c'est un film sur la perception. On change une perception, état de conscience modifié, perception du temps, perception de l'espace, perception de l'impermanence. L'impermanence, on sait qu'on la vit, mais on la sent pas. Du jour au jour. Là, si du jour au jour, la pièce se double de volume, vous allez sentir l'impermanence des choses. Et votre impermanence, la mortalité, la mort, l'acceptation, la transcendance, ça c'est les sujets du film. Mais c'est juste les sujets du film parce que ce sont les sujets du roman de Mathewson. Et donc ce qui était pour moi vraiment intéressant, c'est de me dire tiens, je fais le film le plus psychédélique que j'aurais jamais fait sans aucune vision. Plus que Blueberry ? Sans aucune vision. Je pense que au fond, c'est comment tu le fais. Après, on peut le voir comme l'histoire. Voilà, le film c'est une ouverture et une proposition. Et après, en l'occurrence, c'est conçu comme une expérience. Voilà, à savoir que vous allez être avec cette personne et vous allez avancer. C'est pas un film où il y a des rebondissements. C'est un film un peu initiatique pour faire sentir des choses. Et donc c'est une expérience. Et je me dis finalement, j'ai fait des films dans lesquels il y avait beaucoup de dans Blueberry notamment, même les autres, mais d'expériences, de rêves, de fantaisie ou de vision. Mais le film lui-même est l'histoire de personnages qui ont ça. Là, c'est l'histoire, c'est le film qui est une vision. J'ai compris ça aussi quand j'avais vu, moi qui me battais pour retranscrire les états de l'AIA, je me suis dit, parce que je me dis, il faut vraiment le partager la sensation, l'émotion, partager cette chose-là. Je l'ai fait de manière assez pure. Les visions qu'il y a dans Blueberry, c'est les visions que j'ai, c'est vraiment
c'est posé et voilà. Et après, je vois Cameron qui avait pris de l'ayahuasca et qui fait Avatar, et il a fait tout son film dans un monde de vision. Et je dis, mais bien sûr, il est génial, c'est moi qui suis vraiment, je suis trop proche des indigènes à vouloir respecter à peu près, montrer ce que c'est dans le cadre d'eux, etc. Et en fait, c'est bien. Et là, c'était l'opportunité de le faire. Et quelque part, tu parlais de Sirat que j'ai vu, oui. C'est aussi quelqu'un qui connaît les états modifiés de conscience, le réalisateur. J'ai échangé avec lui et son film est magnifique. Accrochez-vous, hein, parce que là, c'est explosif. C'est un film difficile. Et il y a quelque chose, moi j'étais assez doux avec L'homme qui rétrécit. Mais voilà, c'est une proposition de voyage. Et c'est vrai que c'est rare de faire ça. Mais en général, les réalisateurs, et ça c'est les réalisateurs qui vont faire ce type de film, c'est des gens qui connaissent cette expérience, qui vont d'un coup se dire, comme tout être humain qui vit cette expérience d'une manière forte, il va le relier dans ce qu'il fait, dans son existence. C'est logique, puisque du coup, ça va lui montrer quelque chose. Alors, s'il est scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier la question. C'est pour ça que dans d'autres mondes, j'avais fait un documentaire. Moi, ce qui me fascinait, c'est que c'est le plus dur d'aller dans le monde scientifique, d'être PhD ou chercheur, etc., et de se dire comment je vais faire le pont. Et ça, c'est dur. Moi, c'est facile, je suis un saltimbanque, donc c'est plus simple. Mais toutes les personnes vont diriger ça. Donc si vous voyez un film très psychédélique, doutez-vous que les personnes qui en sont ou des livres, il y a des gens qui sont nés dedans et par exemple qui n'ont jamais rien pris. Par exemple Terry Gilliam, il m'avait dit, j'ai dit mais là, tes effets, il me dit moi j'ai jamais rien pris. Avec des yeux comme ça, je me dis oui, il est né dedans parce que c'est un état. On peut naître avec cet état. Voilà, pas besoin d'aller nulle part. T'as fait un film de pirate encore, une nouvelle fois. J'ai fait un film ouvert, mais c'est un film qu'on est venu me chercher pour le faire. Hein. Voilà, mais c'est pour ça je me disais c'est assez intéressant, c'est que c'est par rapport au festival, c'est pour ça que je suis content, c'est que c'est vraiment un voyage sur les états modifiés de conscience et une proposition. Et c'est les esprits qui frappent. C'est la cage secrète de Fabrice. Faites attention, n'ouvrez pas cette boîte avec précaution. Rendez-moi ça tout de suite. Ça dit, tu dois venir ce soir. Très très rapidement, et puis on va prendre des questions sur la science-fiction. Peut-être un mot, Corinne. Tu les as lus, ces autrices ou ces auteurs-là, Ursula Le Guin aussi, ou toi t'as été tenté d'aller explorer ce registre littéraire de voyage aux confins non plus de l'univers, mais de l'univers intérieur, ce qui globalement, comme nous l'a appris Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick, est la même chose. Non. Bon. Voilà. J'avais un petit truc à rajouter, parce que comme on est dans ce festival, un truc à rajouter. Moi, c'est intéressant. Alors ça, c'est intéressant le voyage. Qu'est-ce qui influence qui? Comment les informations passent? Comment les connexions se fassent? Comment le lien interespèce se crée? Comment la communication se passe? Moi, quand je suis jeune, je lis Dune. Je lis tous les ans, entre 14 et 18 ans. Et c'est Dune qui m'a envoyé prendre les plantes. D'accord? Alors, c'est Frank Herbert. Non. Frank Herbert, il cultivait les champignons hallucinogènes, il en prenait, etc. Les champignons lui sont mis à l'intérieur de son œuvre. Son œuvre s'est diffusée, c'est des spores. En diffusant, ils sont allés influencer quelqu'un qui est moi, le sport m'a envoyé en Amazonie, les plantes m'en renvoient, je renvoie les choses, des gens en vont en Amazonie, en voyant les films, et ça marche, voilà, comme ça. Alors moi, j'ai envoyé à Denis Villeneuve tout de suite, j'avais reçu récemment un papier sur justement Frank Herbert, quelqu'un qu'il connaissait, qui montrait tout ce qu'il faisait, qu'il était vraiment dans la mycologie, en espérant que lui il renvoie dans Dune, mais je l'ai pas vraiment vu, et ça j'adore Denis Villeneuve, mais sur le plan voilà, il n'a pas été très pas pour l'instant, vers le troisième, mais j'attends pas grand chose. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Sinon attends. Bonjour. Au fond. Bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Merci beaucoup pour la table ronde. J'avais une question en deux parties. Est-ce que vous pensez que dans la transe, on peut retrouver une forme d'autonomie ou de liberté en tant qu'individu? Et est-ce que cette liberté de conscience serait en danger vu ce qui se passe au niveau politique actuellement? Merci. C'est deux sujets différents.
Il y a l'individu et la capacité à vivre des états de transe qui vont faire que on va développer l'agentivité, c'est-à-dire je vais mieux savoir ce qui est bon pour moi, voilà, je vais être plus acteur de ma vie. Ça va développer l'autonomie, c'est au niveau individuel, mais après au niveau sociétal, c'est plus compliqué. Moi, ça faisait partie de mes questions, des nombreuses questions que je ne poserai jamais, qui resteront fictives. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est par rapport justement à cette SF psychédélique des années 70, c'est de voir que on en est totalement, et l'imaginaire et la science-fiction sont sortis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la drogue de la SF, ça n'est plus l'épice, c'est la pilule bleue ou la pilule rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la drogue qui nous fait nous réveiller du cauchemar. Et je trouve que ça dit beaucoup. Oui, mais c'est... On vit dans une association collective qui est une dystopie, qui est un cauchemar. En fait, on est dans un bad trip, le réel est un bad trip, et donc maintenant, il faut en sortir. Ouais. Il y a quand même la métakine aussi. La métakine qui te permet de te calmer et d'être parfaitement efficace. Tu bois trop, hop, un petit coup de métakine, tu n'aimeras plus l'alcool. C'est le bouquin de François Rouillet, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle l'ont lu, il s'appelle Métakine, dans lequel il imagine une drogue qui fait tout, elle aussi, une panacée qui est capable effectivement de calmer tout le monde, de le rendre parfaitement efficace, raisonnable, suppôt du capitalisme, oui, bien évidemment, sinon on n'est non. pas efficace, etc., etc. Donc ça, c'est ça ce qui nous guette. Corinne ? Ça nous pousse à apprendre et à découvrir nos propres ressources aussi. Yann parlait de la respiration. Il y a plein de façons de se réguler. Il y a plein de façons dont les états de transe en font partie, mais qui sont pas forcément pris avec des substances. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de trouver en nous. C'est pas de faire un homme augmenté, c'est bien aussi, je veux dire, mais aussi de trouver en nous les capacités à développer nos propres ressources. Voilà. Et ça va être un gros challenge aussi de la suite, qui va être arrêter d'être feignasse, quoi. Voilà. Parce que aujourd'hui tout est acquis, on parle plus d'efforts, alors avec l'intelligence artificielle c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire en gros, et on perd ce goût de l'effort, et on perd ce goût de transformer d'abord nos propres ressources, et ça c'est vraiment important. Donc développer les états non ordinaires de conscience, en mettre un peu plus dans l'ordinaire, ce serait vraiment un objectif pour l'humanité aujourd'hui, en tout cas de nos sociétés occidentales. Donc finalement, on vient de parler de conscience artificielle, là, et non pas d'intelligence artificielle. En vous entendant, j'ai pensé à Philippe Cadic. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il saurait venir au festival Hypermonde? On espère. J'espère bien qu'il serait venu. Dans la drogue chez Philippe Cadic, c'est substance mort. Hein. Substance mort, oui, mais enfin bon, il n'y a pas que. Il n'y a pas que, non, il y a pas partout, mais... Mais dans Substance mort, oui, tout à fait. Il était particulièrement critique sur... Alors que c'était un consommateur de psychédéliques, Philippe Cadic, très largement. Il n'a pas arrêté. Yeux bleus, cheveux noirs, non, la jeune fille aux cheveux, bon bref. Ça, je confonds avec Duras. Ouais. Bonjour et merci pour cette discussion très intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure de part entre la substance induite, substance chimique et la transe induite. Et je voulais savoir quelle était la proportion. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on puisse se passer de la substance chimique et uniquement travailler avec... C'est ce qu'on fait déjà. Quand vous vivez des états non ordinaires de conscience, les expériences de flow, par exemple, quand vous faites du sport, les expériences totalement naturelles, je veux dire, on n'a pas besoin de la substance pour vivre des états non ordinaires de conscience, mais là, on peut pas mesurer qu'est-ce qui est dû à la substance et qu'est-ce qui est dû... Tout ce qu'on peut observer, c'est observer que dans un état de transe sans substance, il va se passer ça, ça, ça et ça. Donc, il va y avoir un travail, par exemple, pour le traitement des traumas, pour les syndromes de stress post-traumatique, pour plein de choses qui vont participer à réguler, à faire réémerger le trauma sous une autre forme, et de l'autre côté, la substance qui va produire des effets aussi, dont on retrouve aussi le traitement des traumas, mais on ne sait pas si finalement le traitement du trauma il est dû à la substance ou à l'état de transe, voilà. Parce que la substance va être un inducteur, c'est un inducteur. Bien sûr, ça va participer à l'expérience, mais c'est d'abord un inducteur qui va nous permettre d'accéder à un état de transe. Donc il faut bien faire la différence entre l'état de transe lui-même et ce qui va l'induire. C'était pas tellement dire comment accéder à l'état de transe, et ce qui va l'induire, c'était est-ce qu'on peut à un moment donné imaginer qu'on peut arriver à l'auto-guérison uniquement par le biais de la transe. Alors, on peut pas parler d'auto-guérison
Parce que guérison, c'est un grand mot. Guérison, c'est un facteur multiple. Il y a plein de choses qui vont participer. En tout cas, on va parler d'autorégulation, on va parler de l'état de transe comme quelque chose qui va participer. On a mis en place un protocole en oncologie sur la douleur chronique, donc on est en train d'avoir des réponses. Sur ça, il va y avoir des publications, juste avec de la transe auto-induite, c'est-à-dire sans son, sans rien. Juste, je décide d'entrer en transe et pof, je suis en transe. Ça demande un entraînement. Mais donc voilà, on va commencer à avoir des réponses sur ce qui est dû proprement à l'état de transe et en quoi ces états de transe pourraient avoir un caractère, en tout cas d'une thérapeutique, on va dire. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le traitement des traumas, la substance suffit pas, il faut la psychothérapie à côté. Il faut pas déconner quand même, d'accord ? C'est la culture de la pilule. Je prends une pilule et voilà. Mais c'est très important. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand il y a des traumas, aujourd'hui on a formé des praticiens qui vont être capables de former les patients à la transe et de les accompagner avec la transe. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. C'est ça. Et ça, c'est vachement important ce qui vient d'être dit quand même, parce que depuis tout à l'heure, on parle de substances quand même qui, faut rappeler, sont interdites et qui ont quand même des effets qui ne seront pas forcément ce qu'on souhaite. Et qui ne sont pas anodins. Et qui ne sont pas anodins. Et je rappelle aussi, quand même au passage, parce qu'on a parlé de l'ayahuasca, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais réinsister, c'est pas pour ça qu'il faut faire du tourisme psychédélique. Le tourisme psychédélique en Amazonie détruit considérablement les cultures locales en amenant des quantités de touristes, principalement américains, mais pas que, venir consommer de l'ayahuasca à haute dose juste parce qu'ils ont envie de faire un very good trip. Et donc ça, c'est très très dommageable aussi. Et ça commence déjà à se produire au Gabon avec d'autres substances. Ça devient très ennuyeux dans une démarche consumériste dont nous sommes habitués. Et à laquelle nous nous opposons. Une question, encore une ou deux, et ensuite on va libérer la salle. Je tiens à préciser que si ces questions-là vous intéressent, il y a une série documentaire adaptée d'un livre de recherche, il me semble que c'est sur Netflix, qui montre, qui prend la psilocybine, le LSD, la MDMA et le THC, non, je sais plus. Bon bref, et qui montre les applications médicales aujourd'hui et qui fait le point sur l'état de la recherche, notamment pour les dépressions multirésistantes, pour le PTSD, pour l'accompagnement de personnes en maladie terminale, etc. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais vous poser une question qui est plus axée sur le domaine thérapeutique, puisqu'on sait qu'effectivement, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont menées, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur les pathologies qui sont résistantes, notamment la dépression, mais également l'alcoolisme. Et je voulais savoir si, notamment alors particulièrement au niveau de la transe, mais peut-être aussi sur les psychédéliques, dans des applications pratiques, mais pour d'autres maladies, et particulièrement dans les maladies mentales. Alors dans les maladies mentales, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réponses. On travaille avec des psychiatres qui maintenant ont la certification pour former des patients quand ils vont estimer que c'est le moment, parce qu'il y a des contre-indications évidemment. Aujourd'hui, on n'a pas abordé les psychoses, on a formé des psychiatres qui travaillent en institution et qui peuvent proposer à un patient, mais dans un cadre très 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 sécurisé. Mais sinon, on n'a pas abordé ce genre de choses. Voilà. Donc en revanche, trauma, psychotrauma, il y a des psychologues, des médecins qui commencent à travailler avec ça et des psychiatres. Ça existe. Et Oui. deux nouvelles tables rondes vont bientôt commencer. Bon, voilà. Et Alors, le petit Nicolas est attendu à la caisse numéro 7. Sa maman attend, il y a ma mère qui m'attend en bas, donc... Désolé. Merci beaucoup, merci Fabrice, merci Yann. Merci tout le monde.